question. Président Bandakani, nous revenons donc et avec une question que nous pose un de nos téléspectateurs, un des plus fidèles d'ailleurs. Il s'appelle Sadat Saïd qui nous suit depuis le Cameroun et il dit ma question au président Bandakani, est-il possible que le président Ouattara se ravise pour sortir par la grande porte? Si tel est le cas, quel sera son sort? Alors j'imagine qu'il parle là d'une éventuelle candidature. Oui, ben, écoutez, il faut dire à notre ami Sadat que les situations politiques ne s'analysent pas comme ça. En toute modestie, mon cher ami, il vaut mieux d'abord interroger les intérêts en présence et ensuite mettre sur la table la question de la subjectivité des individus face à cela et des capacités psychologiques, morales, intellectuelles et politiques, n'est-ce pas, qu'elles auraient pour prendre les décisions, entre guillemets, supposées juste au moral. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc la question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les intérêts qui ont porté le président Ouattara au pouvoir et ses propres intérêts, parce que dans le gang international qu'il a mené au pouvoir, il y a aussi les intérêts du président Ouattara, de son épouse, sa famille et de toute sa filiation proche. Est-ce que ces intérêts-là aujourd'hui sont à mesure, n'est-ce pas, de prendre de la hauteur et de privilégier la réconciliation en Côte d'Ivoire? C'est la question fondamentale qu'il faut poser pour mieux comprendre la suite. Alors, par rapport à ça, on peut le prendre de deux manières. Premièrement, les intérêts, le gang international a intérêt à privilégier la réconciliation nationale. Je vais vous dire pourquoi. Et les gens comprennent bien. Parce que là, maintenant, nous faisons une analyse politologique. C'est-à-dire, le gang international, quand il observe la situation en Côte d'Ivoire, se dit M. Ouattara a fini sa mission. En tant qu'individu, c'est terminé. Et comme ils savent très vite anticiper ce genre de choses, n'est-ce pas, ils sont déjà loin. Ils sont déjà loin dans ce qu'on appelle dans l'après-Ouattara. Et quand vous regardez la plaque politique en Côte d'Ivoire, là dont nous parlons, vous voyez que le gang international a encore de l'avantage en matière de plaque. Parce que quand vous prenez le président Bédié, vous prenez M. Guillaume Soro, laissons d'abord Ouattara, vous prenez même la plupart des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, personne n'est dans une démarche d'amener le gang international à assumer ou bien à payer pour ses crimes. Personne. Vous prenez M. Soro, il est en France, il compte sur la France pour le mettre au pouvoir. Donc du coup, il ne mettra pas sur la table les vrais problèmes qui dérangent le gang international. Vous prenez M. Bédié, vous le connaissez, je respecte son âge, j'ai toujours dit ça. Parce qu'il n'y a pas une affaire d'âge, on serait très sévère envers ce monsieur. Mais comme c'est un patriarche à l'Afrique, nous respectons l'âge des gens, nous préférons ne pas beaucoup l'accabler. Mais tout le monde sait qui il est. M. Bédié, lui, son vin, ses viandes, ses caviar, tout ça, passe avant la Côte d'Ivoire. C'est connu, M. Bédié. Donc, ne comptez pas sur le président Bédié pour mettre sur la table, n'est-ce pas, les vrais enjeux du débat. Il reste qui? C'est le FPI et la Galaxie patriotique qui, n'est-ce pas, portent ce combat-là. Or, dans la situation actuelle, quoi qu'on dise, si sur le plan populaire, il est incontestable qu'aujourd'hui, si le plan populaire, le président Gbagbo est l'homme politique ivoirien le plus populaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous comprenez? Mais, sur le plan de l'organisation, la galaxie patriotique est fragilisée. D'abord à cause du fait que son leader est dans la situation que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Et deuxièmement, les manœuvres du régime à travers la personne de M. Afin Guessa, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Cette situation-là fait qu'il y a cette fragilité organisationnelle qui est justement au fait que le leader est la situation que nous connaissons. Je dis bien, je tiens à te faire une analyse politologique, sans état d'âme. Donc, à partir de ce niveau, le gang international, lui, gagnerait à jouer la comédie de la réconciliation nationale. Parce que ça ne le mettra pas en cause fondamentalement ses intérêts. Ça lui permettrait non seulement de conserver l'essentiel de ses intérêts en Côte d'Ivoire, mais en même temps de passer, n'est-ce pas, par perte et profit, les crimes dont il est coupable en Côte d'Ivoire. Parce que si maintenant, M. Bachir, comme c'est établi, le président Gbagbo est innocenté des crimes, mais si le président Gbagbo est innocent comme il est, n'est-ce pas, mais qui a commis les crimes? Il faut bien en Qui a commis les crimes? Maintenant que ce spectaculaire, oh mon Dieu, cette victoire, c'est extraordinaire, Bachir. Qu'on ait réussi là-bas, la CPI, à les confondre comme ça s'est passé là, où aujourd'hui, ils ont innocenté Gbagbo. Ça veut dire que la CPI a dit qu'il y a les crimes,
Mais il faut donc trouver les coupables. Les coupables, c'est le Ghana international et M. Ouattara. Et tous ceux qui la rébellion, tous ceux qui l'ont porté au pouvoir. Alors, mais est-ce que la CPI est capable, le président Wandakani, d'aller jusqu'au bout, justement? Non, c'est pour ça que je veux dire que le Ghana international a intérêt, vous voyez pourquoi a intérêt à jouer le jeu de la réconciliation nationale. Maintenant, quand on a dit ça, celui qui, maintenant, il reste maintenant les intérêts personnels du président Ouattara, les intérêts de son épouse, et de tout ce qui, de toute sa galaxie à lui. Mais c'est leurs intérêts maintenant là qui déterminent. Or, quand on voyait cette démarche-là, la galaxie Ouattara n'a pas intérêt, politiquement parlant, à une réconciliation nationale. Où est-ce que M. Bakayoko a intérêt à une réconciliation nationale? Il s'est autoproclamé successeur du président Ouattara. Les faucons qui entourent le président n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une véritable réconciliation nationale parce qu'elle va signifier leur marginalisation politique. Alors, maintenant, même si Ouattara, lui, peut tirer son épingle du jeu en tant qu'individu, vous comprenez? Mais il ne peut pas travailler seul. Il y a tellement de gens qui sont liés à lui, qui font qu'il est obligé de tenir compte de cela. Maintenant, il y a une autre dimension. Tant que le président Ouattara n'est pas sûr qu'on ne va pas l'humilier en lui faisant porter le chapeau de crime, mon cher Bachir, il ne lâchera pas. Vous comprenez? Et justement, le RHDP se réunit aujourd'hui. Mais c'est pour on connaît, non? Parce qu'il y a débat. C'est pour le faire candidat. Tout le monde connaît. Parce que tant qu'il n'est pas sûr qu'on ne mettra pas sur lui ces crimes-là, il ne lâchera pas. Alors, ça veut dire que s'il se met comme candidat, la promesse de laisser le pouvoir à la jeune génération est d'office tournée. Donc, vous avez cru à ça? Et donc, vous avez cru à ça? Vous avez cru à ça un jour? Et donc, les deux sont relancés entre les deux. Souvenez-vous quand cette affaire-là est arrivée ici. Oui. Vous avez vu ma position? J'étais très, très réservé. Vous l'avez dit. Et il y a mes Ivoiriens qui appelaient pour m'insulter, pour dire que non, je suis contre la réconciliation. Voilà. Voilà. Mais maintenant, ils sont en train de le voir eux-mêmes. Hein? Eux-mêmes, ils sont en train de le voir. Donc, moi, je n'ai jamais cru à ça. Parce que la politique s'analyse à partir des intérêts en présence, mon cher Bachir. Et c'est ce que je suis en train de vous faire depuis tout à l'heure, en analysant la dynamique de la plaque politique en Côte d'Ivoire, pour vous dire que ceux qui ont intérêt aujourd'hui de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est le gars international, n'est-ce pas? La galaxie Ouattara n'a pas intérêt, dans les conditions actuelles, à ce qu'il y ait une réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que ça peut se jouer, ça se joue en leur défaveur. D'abord, sur le plan personnel, M. Ouattara n'est pas prêt à porter les crimes. Vous comprenez? Et à l'heure actuelle même, vous voyez comment ils sont organisés. Ils sont organisés de manière, vous voyez, il est le seul qui plane là. Tout à l'heure, je reviendrai à fond. Il est le seul qui plane là. Pourquoi? Quand c'est comme ça, mais lui aussi, il essaie un peu de tenir la communauté internationale, autoproclamée. Il le tient. Vous savez, alors justement, quand vous le dites... M. Guillaume Sora a dit un jour à RFI, Bachir, sans vous couper. Oui. Il a dit un jour à RFI que, on a posé la question à savoir, par rapport à sa responsabilité, par rapport au crime de guerre, crime contre l'humanité qui a eu en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'il a dit à RFI? Il a dit que c'est la communauté internationale qui nous a envoyés. Ça veut dire donc, si nous tombons avec la communauté internationale, les informations que nous avons, nous allons mettre ça dans la rue. Mais si M. Guillaume Soro peut le faire, combien de fois alors le chef lui-même, M. Ouattara? Vous imaginez donc, c'est un peu dans cela. Alors, justement, quand vous le dites, ça me rappelle que il y a quelques heures seulement, dans l'affaire de la CEI, la Commission électorale indépendante, finalement, le gouvernement a fait des propositions pour rendre possible l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui demandait à la Côte d'Ivoire, à l'État ivoirien, de restructurer cette CEI. Est-ce que ce serait des garanties que M. Ouattara serait en train de donner? Non, ça ne se joue pas à ce niveau. Oui. L'élection ne se joue pas à ce niveau, dans le contexte de la Côte d'Ivour. Puisque c'est une demande de l'opposition. Non, je sais. Battu le pavé à plusieurs reprises pour que cette CEI soit réformée. Mais là, en allant vers la Cour, n'est-ce pas, c'est un recul, on peut dire que c'est un recul. Nous savons ce qui s'est passé la dernière fois. Donc c'est un recul, mais je dis le formalisme là, tu vois, ce formalisme de la commission électorale, dans lequel je vois beaucoup d'acteurs politiques ivoiriens s'engouffrer, moi ça me fait rire. On ne se jouera pas là. Je voudrais vous rappeler que M. Ouattara a appelé l'ONU à venir certifier. Il y a un an. Il a demandé à l'ONU de venir, il y a quelques mois même, de venir l'accompagner pour certifier la vie. Vous savez ce que signifie la certification, non, Bachir? Ça veut dire que on fait ce qu'on a à faire, et puis l'ONU vient avec, entre guillemets, son certificat de crédibilité, l'affaire est réglée. Quand ça va arriver, que fera la CEI? Elle a fait quoi aux dernières élections? Soubabo, elle a fait quoi?
Donc, le rééquilibrage, vous comprenez, le rééquilibrage, n'est-ce pas, de la représentativité au sein de la commission électorale indépendante, ce n'est pas rien, vous comprenez, c'est formel, c'est un gain symbolique, mais dans la dynamique même réelle électorale, ça se joue pas là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est pas ça. Donc, aujourd'hui, Ouattara veut desserrer, le président Ouattara, il veut desserrer les taux diplomatiques qui pèsent sur lui. C'est-à-dire diplomatico-moral. Sur le plan moral, il n'est plus crédible. Donc, en tentant de rassurer l'Union africaine, tu vois, il veut diminuer, c'est-à-dire il est en train de, comment on dit ça, de diminuer les chapes de plomb qui pèsent sur lui. Ça, c'est une démarche purement, c'est une manœuvre politicienne. Ça se fait dans la politique. Mais de manière fondamentale, je suis en train de vous dire, celui aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à la réconciliation, c'est M. Ouattara. Il va y aller parce qu'il n'a pas le choix. Il ne va y aller que parce qu'il n'aura pas le choix. Mais il n'a pas intérêt. Parce que, d'abord, autour de lui, les faucons, toute la galaxie la plus rapprochée, qui ont travaillé à le maintenir au pouvoir, ne veulent pas entendre parler de ça. Les gars sont accrochés à leurs privilèges. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont accrochés à leurs privilèges. Ou est-ce qu'un monsieur comme Bakayoko va se laisser jeter comme ça te prépare là? Donc, voilà la situation en Côte d'Ivoire. Mais je dis, il va seulement être poussé. Il va seulement être poussé parce que il suffit que le gars international se rende, réussisse, n'est-ce pas, à passer des deals avec M. Bédier, M. Guillaume Soro, tous ces gens-là, beaucoup d'acteurs, n'est-ce pas, qui sont en Côte d'Ivoire, là, vous connaissez cette affaire-là, s'ils passent le deal avec eux et tout, mais à un moment donné, ces gens-là, ils sont cyniques, ils vont lui dire, monsieur, ça va comme ça, parce que ton entêtement nuit à nos intérêts. À ce moment-là, ils vont lui dire, fais attention. Et M. Ouattara sait très bien que quand le gang international commence à te dire, faire attention, alors que tu as travaillé avec eux, tu es leur pion, ils ont fait un Mobutu, ils n'auront plus le temps à finir avec toi. Alors. Donc c'est ça, voilà la marge de manœuvre que nous avons, n'est-ce pas, pour avancer en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut jouer. Et je pense que le président Gbagbo, la galaxie patriotique, ils ont bien compris ça. C'est dans ça qu'il faut inscrire la démarche du président Gbagbo. L'acte qu'il a posé en allant justement se présenter à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Alors est-ce que justement pour relancer, est-ce que l'ambassadeur aujourd'hui pourrait donner un avis favorable à cette démarche du président Laurent Gbagbo? Il s'agit quand même d'un citoyen ivoirien. Non, c'est pas lui le patron. Oui, mais il s'agit d'un citoyen ivoirien qui réclame ce qui lui revient de droit. Ils ont montré par le passé. Ils s'en fichent. Ça leur dit quoi? Ils l'ont maintenu là-bas depuis, sur la base de quel droit? Ils s'en fichent. Alors. Donc ça va dépendre du régime d'Abidjan. Mais dans les conditions actuelles, je vois mal le président Ouattara ramener, dérouler un tapis au président Gbagbo. Ouais, vous comprenez? Sauf si... Non, mais le président Gbagbo, en ce moment, ne demande plus à revenir comme un institutionnel, comme un ex-chef d'État, si vous voulez même. C'est un simple citoyen qui veut rentrer. Il a demandé le passeport diplomatique, on ne lui a pas donné. Donc, il ne reviendra pas avec les honneurs, bien sûr. Mais là, c'est le citoyen. Son droit, président Bandakani. Oui, mais sauf que, oui, c'est le citoyen. Mais le président Gbagbo n'a pas renoncé à ses droits politiques. Pas du tout. Alors, et il ne faut pas qu'il le fasse. Oui. Pourquoi? Il a été victime d'injustice à tous les niveaux, il n'a pas à le faire. Et justement, dans le régime d'Abidjan, peut jouer, et moi je sais qu'ils vont jouer là-dessus. Peut-être qu'ils peuvent dire, si tu veux revenir, il renonce à tes droits politiques. C'est trop demandé au président Gbagbo, ça. Vous imaginez ça? Donc, ils vont jouer là-dessus. Oui, ils vont jouer là-dessus. C'est-à-dire, il n'est pas exclu, hein, en politique, tout est possible. Il n'est pas exclu que le monsieur Ouattara, constatant, comme je vous ai dit, que monsieur Bédier, vous voyez, monsieur Bédier, l'axe sociologique du Nord qui a allé à la rencontre du Sud, là, comme ça ne joue plus, il n'est pas exclu qu'il peut tenter, c'est pas exclu, hein, il peut tenter un tour de passe-passe pour dire que bon, il se rapproche du pays. Oui. En politique, il ne faut jamais rien exclure. En tout cas, ça se souffle déjà. Voilà, il peut faire ça. Il peut dire que bon, il se rapproche du pays et à ce moment-là, il y a les négociations. Vous comprenez? Si c'est pour le bien du pays, pourquoi pas? Vous comprenez? Si ça peut déboucher sur la paix, pourquoi pas? Mais il ne faut pas fermer les portes en politique. Vous voyez, tout est pour eux. Tout est possible. Alors, je reviens à vous. Nous sommes à la dernière ligne droite de l'émission. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour au standard avant de revenir pour vos dernières impressions, vos dernières analyses sur notre sujet. Et c'est donc quelqu'un qui nous appelle depuis Chypre. Allô, bonjour. Alors, bonjour Afrique Média, bonjour à l'Afrique, bonjour aux panélistes. Et puis bonjour madame, monsieur. J'ai pris l'émission en cours, mais
je sais c'est pour la bataille de la libération de l'Afrique. Parce que les indépendances et la liberté de l'Afrique, c'est la plus grande fumisterie du XXe siècle. Donc on croit qu'on est libre, c'est pour qu'on ne se bat pas pour être libre. Bref, j'ai remarqué que les Européens sont réunis à Bruxelles, ils ont une crise, la plus grande crise. Il n'y a pas FMI, il n'y a pas Banque mondiale, il n'y a aucune institution financière. Entre eux, ils se réunissent, ils font des plans chargés, 1000 milliards, 4000 milliards, comme ils veulent. Mais après, dès qu'il y a un problème de 500 000 $, il faut que FMI vienne, il faut que Banque mondiale vienne. Il faut que tout le monde vienne avec des conditions. Réfléchissons-nous, Africains. Unissons-nous. Nous aussi, imprimons notre monnaie. Gérons-nous. Transformons en Afrique. L'Afrique souffre, l'Africain souffre. On ne doit pas souffrir. On a des bons présidents, je sais. Mais on a des présidents traîtres, qui sont des esclavagistes, noirs. Vraiment. Et je salue nos bons présidents. Je salue le président Biya, grâce auquel on a une radio comme Afrique Média, où on peut parler des problèmes africains, sans filtre. Parce que les médias occidentaux sont là-bas. Voilà. Merci à vous, très cher ami, pour l'appel depuis Chypre. Alors, on revient vers le président Mandakani, où il y a une dernière personne. Madame Alice, voilà, on me fait savoir que Dame Alice a un petit souci avec son micro ce matin. On espère que ça va aller. On relance donc pour voir ce que ça donne, puisque notre chère téléspectatrice appelle avec insistance. Madame Alice, bonjour, est-ce que vous nous écoutez? Alors, on n'a pas le retour de Madame Alice, malheureusement. Président Mandakani, je reviens à vous donc. Et voilà, vous avez la parole, je vous en prie. Je suis en train d'expliquer donc que tout est possible en politique. Oui. Il ne faut pas exclure. M. Ouattara peut décider, libre à lui, de se tourner vers le FPI pour une négociation. Pourquoi pas? Et c'est pour le bien du pays, tant mieux. Parce que quand je vois là, il n'a pas d'option. Il n'a plus d'option là. Il n'a plus d'option. Je vous dis, même s'il gagne, parce qu'il a les moyens de l'État, c'est évident. S'il gagne, n'est-ce pas, ça servira à quoi? Sa victoire même va encore l'enfoncer davantage, parce qu'il n'a plus de ressort historique. Il a terminé. Il a donné ce qu'il pouvait donner à la communauté internationale, se proclamer, n'est-ce pas, au Gang. Il ne peut plus donner autre chose que ça. C'est fini. Quand vous épuisez votre sève, c'est terminé. M. Ouattara a épuisé sa sève. Tout ce qu'il peut faire là maintenant pour entrer dans l'histoire, pour même se protéger, c'est de tendre la main au président Gbagbo. Il n'a même pas déçu. C'est d'accepter la main tendue que le président Gbagbo lui donne, que le ministre Charles Blé Goudé lui donne depuis des mois. S'il accepte ça, ça va changer les cartes en Côte d'Ivoire. Moi, si j'étais à sa place, vous comprenez Bachir, si j'étais à la place du président Ouattara, moi, c'est ce que j'aurais fait. Vous chamboulez tout. Vous chamboulez. Mais je ne suis pas naïf. Il y a beaucoup d'intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts, n'est-ce pas, qui vraiment... qui l'empêche de poser peut-être cet acte. Non, lui-même d'abord. Il a d'abord sa personnalité, ça m'aide à concevoir la politique, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts autour de lui qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à voir leur privilège être rogné par un rapprochement. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Bachir, analysons ceci. Regardez, prenez la mort du Premier ministre. Vraiment, une fois de plus, par son âme. Vous prenez la situation de M. Bakayoko, qui n'est pas n'importe qui, dans la galaxie du président. Vous prenez la situation de l'ancien Premier ministre Kablan Duncan, qui était vice-président. Le vice-président, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui servait de caution au président Ouattara pour embêter le président Bédié. Il était la caution baoulée du président Ouattara pour embêter le président Bédié. Il a démissionné. Vous prenez la situation de M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À tous ces gens, le président Ouattara a promis le pouvoir. Il a dit à chacun d'eux que c'est toi qui va remplacer. Alors, il y a deux moyens d'analyser ça. Soit ces gens, n'est-ce pas, ont été liquidés politiquement par le président,
ça veut dire que, je dis, c'est une analyse que je suis en train de faire. Ça veut dire que le Premier ministre Ngom Coulibaly, on aurait pu le laisser se reposer tranquille, au regard de sa santé. Vous voyez, non? On l'a maintenu à un rythme de travail qui n'avait rien à voir avec les prescriptions des médecins, mon cher Bachir. Vous prenez M. Bakayoko, à qui va-t-on faire croire que c'est normal que la présidence ivoirienne laisse d'abord des enquêtes bizarres, laisse des enquêtes de la France, soi-disant ce pays-là, ils viennent enquêter des journalistes. On ne leur fait rien, ils enquêtent dans le pays, et maintenant la 2A débarque, n'est-ce pas, pour faire des investigations et laisse fuiter des informations pour dire que vraiment l'affaire là, ce n'est pas seulement M. Bakayoko, ça remonte jusqu'à la première dame, il y a plein de ministres impliqués et tout. Oui. Vous comprenez? Maintenant vous regardez Kablan Duncan, à qui le président a dit c'est toi le successeur, après moi. Il a démissionné. Tous ceux avec qui il est venu, selon le départ, vous prenez M. Guillaume Soro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, le président a bien organisé l'affaire. Il a managé politiquement un ensemble d'informations stratégiques qui étaient à sa disposition pour liquider ces gens-ci. Ça, c'est une version d'analyse qu'on peut avoir. Oui. L'autre version, c'est que mais le mauvais sort plane autour du président. C'est vraiment la fin. Bon, moi, je préfère l'analyse du mauvais sort. Parce que moi, je n'ai pas envie de dire que le président a liquidé, n'est-ce pas, tout ce qui est autour de lui. Donc, le mauvais sort est en train de planer sur le président. Mais il faut tirer les conséquences. Est-ce que donc le président avait prévu que tout ça allait se passer comme ça? S'il n'a pas donc prévu, ça veut donc dire qu'il n'a pas les mallettes à main. Vous comprenez? Tout le folklore qu'on va voir là, tout ce brouhaha, ce vacarme organisé d'appel, n'est-ce pas, à sa candidature, des gens qui disent que s'il n'est pas là, le monde va s'arrêter, s'il n'est pas là, ils vont mourir. Tout ça, on connaît tout ça. Tout ça, c'est la politique aérienne. C'est parce que les miettes vont tomber, les avantages que l'État procure. Ça, c'est clair. Bon, si le président n'a pas pu prévoir tout ce que je suis en train de vous dire là, qui vous dit qu'il va prévoir ce qui va arriver demain? Bachir. Ah oui. Qui lui dit qu'il va prévoir ce qui va arriver demain? Je vous dis donc que moi, je suis très optimiste pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je continue à vous dire que je pense même qu'il n'y aura même pas de chaos. Moi, je pense qu'il n'y aura même pas de violence. Et que ça va se passer d'une manière... L'histoire fait ça. L'histoire accumule, et après, s'accélère. S'accélère d'une façon miraculeuse. Ou on peut même dire que non, cette accélération-ci n'est que divine. Ça arrive dans l'histoire, ça arrivait plusieurs fois. Donc moi, je vois que la Côte d'Ivoire est grosse, n'est-ce pas, d'une telle accélération qui dépasse même la personne du président Ouattara et ses intérêts et sa communauté internationale de gang, n'est-ce pas, qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cette situation. Je suis optimiste. Oui. Il faut seulement que tous les acteurs sérieux qui pensent à la vie de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, privilégient le pays, la justice, la vérité. Oui, moi, je pense que le reste va suivre. Inch'Allah. Merci, Président Bradakani. Je voudrais saluer Delpha. Oui. Mon ami Delpha de Burundi. Tout à fait, oui. Je voudrais lui retourner ces civilités qu'il m'a faites et lui dire que non, l'édification est mutuelle. J'apprends beaucoup des interventions de mon ami Delpha, comme j'apprends beaucoup de tous ceux qui appellent. C'est ce qui nous a appris ça. Ce que l'on sait nous montre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Donc je voudrais lui saluer, je salue tout le Burundi. Bonne chance à son pays et voilà, on se retrouve plus tard. Eh bien, merci, Président.